Euh, je passe ensuite la parole à un professeur Viviane Châtel, professeur à l'Université de Fribourg. Oui. Euh, Bom dia a todos e a todas. Agradeço ao professor Casimiro e seus colegas pela organização deste seminário sobre a incidência de novas desigualdades sobre a pobreza. Não domino a idioma suficientemente bem para fazer a minha apresentação em português. Desculpe-me, por favor. O título de a minha apresentação, Pau e Circo. Por que falar ainda e sempre da pobreza e das desigualdades? Mon titre peut paraître énigmatique et je voudrais justement dans cette communication en évoquer et en développer la principale raison. Non qu'il n'y ait nécessairement plus ou moins de pauvreté ou d'inégalité, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle européenne. Mais, et ce malgré les évocations régulières des organisations internationales d'une diminution relative de l'extrême pauvreté, vivre avec moins de 1 dollar par jour, relevé à 2 dollars par jour, les chiffres de la pauvreté et des inégalités n'en sont pas moins écrasants. La pauvreté, les inégalités, l'exclusion, pour reprendre les 3 concepts utilisés dans la problématique, constituent encore et toujours notre pain quotidien, à nous universitaires intéressés par ces thématiques et à vous professionnels confrontés chaque jour à ces mêmes thématiques. Ce ne sont ni des chimères, ni des hallucinations. La réalité de cette pauvreté, de ces inégalités, de ces exclusions est là, sous nos yeux, quel que soit le lieu où nous habitons. Certes, les personnes sans domicile fixe qui peuplent les rues des métropoles attirent les regards, mais ils ne sont qu'une petite partie, certes trop importante, de la population victime. J'emploie volontairement ce terme, victime donc de la pauvreté, des inégalités et de l'exclusion. C'est en gros ces personnes sans abri la pointe de l'iceberg. Les pauvres, les nouveaux pauvres, les néo-pauvres, les extrêmement pauvres sont toujours présents à nos côtés, rappelant à quelques-uns d'entre nous, soit par pure idéologie, soit par dimension éthique, soit par vision morale de la société, que le bien vivre ensemble ne permet pas d'en détourner le regard, donc ne permet pas de passer ces questions sous silence. Toutefois, avant d'aller plus loin dans le déroulement de mon propos, je voudrais ici me pencher sur les concepts utilisés et l'usage que j'en propose. Le titre de ce séminaire, A incidencia das novas desigualdades sobre la pobreza, contraint à s'arrêter sur le terme de novas desigualdades. Novas desigualdades, c'est ça, évoqué dans la problématique sous la thématique notamment des altérations climatiques qui touchent particulièrement les populations les plus vulnérables. Pour pimenter la discussion, et Casimiro n'est pas là, je suis fondamentalement en accord avec cette proposition et partiellement en désaccord. En accord, pourquoi suis-je en accord avec l'idée du changement climatique qui implique de nouvelles inégalités? En accord parce qu'il est important de le reconnaître, la montée des eaux, pour ne prendre que cet exemple, va principalement impacter les populations riveraines des côtes et des deltas, dont certaines populations aux ressources économiques très faibles, entraînant des vagues de migration climatique, ce qui constitue déjà
un fait, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau, constitue déjà une réalité. En ce sens, la question climatique, celle de l'eau entre autres, constitue une véritable bombe nucléaire à l'échelle de la planète. C'est un fait que peu de monde veut vraiment prendre en considération, alors que cela non seulement annonce, mais aussi constitue déjà des conflits interrégions, interprovinces, je pense à l'Espagne avec l'Andalousie et le plus au nord, ou encore inter-États, l'Espagne et le Portugal par rapport au Tage par exemple. Je suis pourtant en désaccord, certes partiellement, parce que les impacts climatiques sont depuis des décennies des éléments affectant principalement des populations pauvres, mal logées, malnutries, Como o etc. Sr. Presidente da Mesa da Rien Assembleia, de, convém entrar um... Sim. rien de nouveau ici. Le changement climatique ne fait qu'accroître des inégalités déjà là, voire qu'accélérer une détérioration des conditions de vie, problèmes d'accès à l'eau potable, problèmes de température des habitations, etc., mais ne les invente pas, ni ne les crée. Par contre, elle péjore la situation des populations déjà impactées et augmente le nombre de personnes concernées. Nouvelles inégalités ou pas, il y a toujours des inégalités et semble-t-il de moins en moins de politiques prêts à prendre à bras le corps ce problème. En fait, ces nouvelles inégalités devant le changement climatique viennent, et ce sera ma principale hypothèse de travail, obscurcir l'horizon et masquer l'essentiel par rapport aux inégalités. Autrement dit, le dérèglement climatique ne fait qu'ajouter une strate supplémentaire au terrain des inégalités, mais il ne change pas grand-chose à la dynamique politique sur les inégalités et la pauvreté. Cette question des inégalités non naturelles, pour reprendre une vieille question de l'Académie de Dijon en France, qui a donné lieu à la célèbre dissertation de Jean-Jacques Rousseau sur les inégalités, est une question d'organisation socio-politique, de normes et de valeurs. En résumé, c'est une question de choix politique. Voulons-nous une société plus juste, plus égalitaire, moins clivée économiquement, socialement, environnementalement et culturellement? Ou préférons-nous, surtout et seulement, une petite vie bien tranquille, égocentrée, peu soucieuse, avec une Tesla ou pas, à de rares exceptions près, des drames vécus quotidiennement par nos voisins et nos voisines. Vieille question philosophico-sociologico-économique qui divise le monde en deux pour une redistribution ou pour une méritocratie élitiste. J'ai toujours noté, avec un certain étonnement, pour ne pas dire une certaine consternation, la différence de considération entre les personnes qui jouent dans la cour de la fraude sociale, de la fraude fiscale, et celles qui jouent dans la cour de la fraude sociale. La société est prête à agonir d'injures toutes les personnes à l'aide sociale suspectées d'être, quasi par essence, des fraudeurs et à s'offusquer des volontés de taxation des personnes ultra riches sous prétexte qu'elles investiraient leur argent dans l'économie locale, ce qui n'est pas du tout certain. Un élément explicatif de cette posture se trouve, me semble-t-il, sans aucun doute, dans l'accès aisé aux plus pauvres et l'inaccès aux plus riches. Les plus pauvres sont visibles. Autrement dit, nous pouvons croiser quelquefois dans la rue des personnes au volant d'une voiture luxueuse, mais nous ne faisons que les entreapercevoir. Regardez, c'est très récent, je l'ai ajouté dans ma communication, le luxueux train de vie de l'ancien ministre français de la Culture, ancien ministre socialiste qui plus est, Jack Lang, révélé à l'occasion de la publication de ce que j'ai appelé les Epstein Papers. Qui pouvait imaginer un tel décalage
avec la réalité quotidienne des citoyens et citoyennes lambda. Et même, qui pouvait imaginer un tel mépris pour ces citoyens et citoyennes lambda qui, il est vrai, ne pouvaient lui prêter ni leur voiture avec chauffeur, ni leur jet privé? Qui pouvait imaginer, même dans cette salle, une telle vie déconnectée, alors que les plus pauvres d'entre nous sont très facilement visibles? Et pour celles et ceux qui sont à la limite des revenus ne permettant pas le soutien public, celles et ceux qui en bénéficient sont nécessairement, ou presque, des fraudeurs, des fainéants ou autres qualificatifs similaires. En fait, nous pourrions diviser notre société en 3 groupes: les ultra-riches, les ultra-pauvres et les autres. Ces derniers, les autres, se subdivisant en pauvres, en moyennement riches et en riches, mais avec tous une caractéristique commune: vouloir à tout prix s'éloigner des ultra-pauvres, mais les rejoignant toujours plus. Pour revenir au titre du séminaire, l'incidence des nouvelles inégalités sur la pauvreté, mon titre, que je rappelle ici, Pão e Circo, porque falar ainda é sempre da pobreza e das desigualdades, sous-tend l'hypothèse selon laquelle nous sommes contraints de parler encore et de parler toujours des inégalités et de la pauvreté, parce que ces thématiques sont de plus en plus passées sous silence, avec une sorte de cache-sexe qu'est le spectacle permanent du monde politique, d'où l'utilisation de la formule de Juvénal, Pão e Circo. Autrement dit, les ultra-pauvres et les pauvres n'intéressent plus personne. Fort logiquement, ils ne font pas rêver, alors que la Trump Tower de New York et autres lieux magiques fait bien évidemment rêver. Le récit de l'American Self-Made Man reste parfaitement ancré et fait toujours rêver des millions de personnes. Une illusion bien entretenue par les politiques. Mais plus encore, nous pouvons considérer qu'il y a aujourd'hui un changement radical d'intérêt pour la res publica, y compris pour la démocratie, et un désintérêt manifeste, voire un dégoût pour la sphère politique. Comme l'écrivent des experts associés à la Fondation Jean Jaurès en France, la démocratie s'affaiblit avec constance et dans le même silence que la chute de Rome. C'est un processus à bas bruit, souvent sans qu'on s'en rende compte, et presque toujours au profit de l'autocratie. L'Institut suédois Varieties of Democracy, dans son rapport annuel de 2023, considérait que 72% de la population mondiale vivait dans des autocraties et 28% dans des démocraties, et relevait l'affaiblissement des démocraties autour de 3 grands thèmes, 3 critères principaux: la qualité de la participation électorale, la liberté d'expression et d'information, ne pas oublier celle de l'information, et la répression des organisations de la société civile. Or, de nombreux exemples en Europe, pour ne prendre que cette région du monde, j'aurais pu prendre aussi l'Argentine. Enquanto haja um bocado mais um enquadramento Je prendrai mais interessante, para mim foi ultérieurement muito mais les interessante. États-Unis. Or, de nombreux exemples en Europe, pour ne prendre que cette région du monde, plus largement marquée par l'histoire de la Depois começou a falar a démocratie, francesa, então foi embora. illustrent cet affaiblissement et dans certains espaces, la montée de l'autocratie qui se caractérise par une faible préoccupation pour les pauvres et pour les personnes différentes. Ainsi, la Hongrie, avec Viktor Orban au pouvoir depuis 15 ans, se caractérise par un déclin évident de l'état de droit, ce qui est une caractéristique majeure de la démocratie normalement, avec une centration du pouvoir contre les migrants, les criminalisant à l'excès, et les membres de la communauté LGBTQ+. Comme en Russie aussi, par exemple, les différentes associations qui recevraient
des financements étrangers se trouvent sous l'œil du cyclone, visant à les interdire. Au niveau social, en tant qu'ultra-libéral convaincu, en plus d'être ultra-nationaliste convaincu, Viktor Orban a fait adopter un nouveau code du travail, réduisant les protections salariales, augmentant la flexibilisation des contrats de travail et même esclavagisant les travailleurs, certes de manière déguisée, puisque ceux-ci, les travailleurs, pourront être contraints de faire chaque année 400 heures supplémentaires, payées 3 ans plus tard. Donc pas payées immédiatement, mais simplement 3 ans plus tard, si tant est qu'elles soient payées, ces heures supplémentaires. L'Italie, toujours pour être en Europe, n'est pas en reste, avec Giorgia Meloni, avec une guerre déclarée contre l'assistanat, donc contre les plus pauvres, et la suppression du revenu social d'assistance, privant près de 170 000 foyers, voire plus, d'aide vitale, mais aussi criminalisant les contestations, avec, pour exemple, un délit de barrage routier. Si vous allez avec votre voiture à l'autoroute pour interdire le passage des autres voitures, eh bien, vous aurez une amende très élevée. Et surtout, l'Italie développe les procédures bâillons, ce que l'on appelle les procédures bâillons, qui empêchent toute résistance et qui étouffent toute liberté d'expression. L'Empire Bolloré, en France, est coutumier du fait, notamment envers les associations d'aide au développement dans certains pays. Si tout ce qui peut paraître transgressif aux yeux d'ultra-conservateurs ou d'ultra-réactionnaires est évidemment sous le coup de la criminalisation, d'interdictions et autres cadres législatifs répressifs, il est aussi notable que les femmes sont des victimes directes de ces pouvoirs autocratiques, voire dictatoriaux, qui se mettent en place. Ainsi, dans nombre de ces pays, le mouvement des épouses, je mets des guillemets, hein, bien évidemment, des épouses traditionnelles, soit en anglais les tradwives, se développe, promouvant ni plus ni moins la soumission domestique au mari, considérant comme libérateur d'être mère au foyer, se dédiant au mari et aux enfants. Si l'origine de ce mouvement reste floue, il s'inscrit d'une certaine manière dans le courant suprémaciste blanc et masculiniste. Il est en quelque sorte une contre-offensive au féminisme. Mais plus encore, les mouvements d'extrême droite, notamment en Europe, reviennent sur des gains non négligeables, mais pourtant largement insuffisants, des mouvements féministes. C'est sans aucun doute avec Vox, en Espagne, parti d'extrême droite espagnole, que l'offensive est la plus visible. Grâce au gouvernement socialiste d'il y a quelques années, de José Luis Zapatero, l'Espagne s'est dotée dès 2004 d'une loi novatrice contre les violences faites aux femmes, avec des bureaux d'aide, des tribunaux dédiés, etc., des numéros spécialisés, etc. Cette loi a été renforcée en 2017 avec le pacte d'État contre la violence machiste. Et Vox en souhaite tout simplement l'abrogation, considérant qu'il existe, et je cite ici la dirigeante de Vox pour la communauté de Madrid, un certain féminisme suprémaciste qui impose le discours de l'idéologie de genre. Vox réclame, au nom tout simplement du principe d'égalité, et vous voyez les enjeux qu'il peut y avoir, d'égalité, la suppression des lois et autres aides pour les victimes de violences conjugales, parce que majoritairement féminines, lois et aides qui seraient sexistes, mais qui, sans protéger vraiment les femmes, humilieraient les hommes parce que homme est cette fois-ci au sens viril du terme. Et malgré cela, malgré cette volonté de revenir sur les gains en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, eh bien, Vox, en Espagne, gagne du terrain partout sur le territoire espagnol.
En France aussi, les associations, notamment à but social ou à but culturel, sont régulièrement l'objet d'attaques et notamment de subventions ou de diminutions drastiques de la part de l'État, mais aussi dans les municipalités gérées par des personnalités d'extrême droite. Comme par exemple à Marignane avec les Restos du Cœur, qui est une association à but social, ou à Yange avec le Secours populaire également. Si la rhétorique de l'extrême droite est de redonner le pouvoir au peuple, elle n'est bien que rhétorique. Avec les diminutions des budgets attribués aux organisations de la société civile, qui ne sont là en général que pour se substituer à un État défaillant, eh bien, comme le montre l'illustre exemple des Restos du Cœur, ou avec une critique acerbe et faussée de ces mêmes associations, il est évident que la vie démocratique ne peut que s'altérer. Or, la vie associative, tout comme les médias indépendants, sont des piliers de la vie démocratique. Les chiffres donnés par les Restos du Cœur en France montrent que la pauvreté est bien là, dans tous les interstices de la vie sociale, y compris dans le monde estudiantin. En France, toujours, selon les Restos du Cœur, le taux de pauvreté a atteint 15,4% de la population, soit le taux le plus élevé depuis 30 ans. Si en 1985, les Restos du Cœur ont servi 8,5 millions de repas, en 2024-2025, pendant l'hiver, ils ont servi 161 millions de repas. En Suisse, c'était en 2023 8,1% de la population qui vivait avec un revenu inférieur au minimum vital, selon l'Office fédéral de la statistique. La question de la lutte contre la pauvreté semble pourtant appartenir au passé. Non que la pauvreté qui en découle aurait disparu, la pauvreté, les inégalités et l'exclusion qui en découlent auraient disparu, mais que simplement cela n'est plus au cœur des débats. La pauvreté, ce sont encore et toujours pourtant des enfants qui naissent et grandissent dans des familles où manger reste un défi. Des enfants qui se construisent avec l'angoisse de leurs parents devant des factures impayées et que la précarité accompagnera tout au long de leur vie, seul héritage aux générations qui les suivront. Exalter haut et fort la méritocratie ne fait pas sens en l'absence de conditions ad hoc, comme des logements dignes et salubres, un accès à une éducation de qualité, à une alimentation saine, à des conditions de travail décentes et à des revenus convenables pour les emplois les plus précaires, etc., etc. La question de la réduction des inégalités ne constitue pas du tout la tasse de thé des autocrates, bien qu'ils puissent se définir comme populistes et se présenter comme proches du peuple. Et au final, mobiliser le débat d'un côté autour de l'immigration et du fameux grand remplacement, et de l'autre, de manière outrancière, autour du wokisme et de la perte des traditions. Les derniers sondages montrent bien l'accointance de la population avec l'idée d'un pouvoir fort, comme si étaient oubliées les figures dictatoriales du XXe siècle. Si certains analystes réfutent l'idée de similitude avec le début du nazisme, d'autres, au contraire, construisent des parallèles éloquents, ne serait-ce, par exemple, qu'au niveau du management et de son vocabulaire, comme le montre avec éloquence l'historien Johan Chapoutot. Pour illustrer la fragilité de nos systèmes démocratiques, notamment quand ceux-ci ont oublié tout simplement ce qui en a fait le sel, il suffit de regarder les changements opérés aux États-Unis. Prenons donc cet exemple, une des plus vieilles démocraties du monde qui monopolise aujourd'hui les médias et les populations du monde entier. Comme le dit l'historien Thomas Negaroff, spécialiste de la politique américaine, il dit ceci en novembre 2025, donc c'est récent:
Donald Trump arrive à faire des choses, à bouger, à faire de l'actu tout le temps. En fait, c'est sa grande force. Il a compris que ce pays est un pays qui aime d'abord et avant tout le spectacle et il donne aux Américains ce qu'ils veulent, du spectacle. Autrement dit, dans les mots de Juvénal, il donne aux Américains du pain et des jeux. Ce que confirme en l'occurrence une autre spécialiste des États-Unis, Maya Kendall, dans un entretien avec le journal français Le Monde, quand elle dit, je cite, « Trump voit les interventions comme des séquences qui passent bien à la télévision ou sur les réseaux sociaux et après, on passe à autre chose. » Il est aujourd'hui difficile de passer outre cette spectacularisation de piètre qualité de la vie politique. Donald Trump s'est fait le chantre, par exemple, des pratiques insultantes ainsi que des menaces, tant vis-à-vis de ses interlocuteurs politiques, que ce soit au niveau international, la séquence ou les séquences répétées contre Joe Biden. Non, pardon, tout le monde se souvient de la scène avec le président ukrainien, mais aussi au niveau national, avec ses insultes répétées contre Joe Biden ou encore contre la députée du Minnesota qui est d'origine somalienne, Ilhan Omar, que vis-à-vis des journalistes politiques. Et le monde, dans son ensemble, semble attendre avec fébrilité, mais aussi curiosité, la menace, l'insulte ou l'action suivante pour s'en délecter. Quand personne ne reprend Donald Trump, quand il insulte une journaliste féminine en l'appelant truie, ce qui veut dire porco, ou sale petite cochonne, même chose pour le terme, ou autre, et que non seulement le monde politique, par exemple européen, mais aussi la communauté féministe, reste silencieux, il y a de quoi pleurer, ou comme le dirait encore Jean-Paul Sartre, ou comme le disait Jean-Paul Sartre, il y a de quoi désespérer Billancourt. En effet, Donald Trump, par stratégie, mais aussi par habitude et par principe, joue de ce vocabulaire insultant et méprisant tant pour les femmes que pour les journalistes et tous ses opposants. Il en va de même pour les pauvres de son pays. Pour reprendre cette question de la pauvreté et des nouvelles inégalités, l'Amérique de Donald Trump n'en a que faire. En octobre, par exemple, 2025, il mettait fin à la campagne annuelle de recueil de données sur l'insécurité alimentaire, alors que les banques alimentaires du pays s'alarmaient sur la suppression des subventions et la croissance des demandes. Notons ainsi le commentaire de Charlie Meng, responsable du Arlington Food Assistance Center, dans la banlieue de la capitale américaine. Il dit ceci: quand on supprime des données à caractère social, donc les données sur l'insécurité alimentaire, ce sont aussi des personnes que nous faisons disparaître. Ce que le gouvernement fédéral essaye de faire est assez simple: dissimuler un problème pour ne pas lui avoir d'obligation à le régler. On connaît le rejet de Donald Trump d'accepter toute statistique négative. Et on se souvient qu'en août 2025, il a purement et simplement limogé la commissaire aux statistiques du département fédéral du travail, accusée de recourir à des chiffres erronés pour lui nuire. La pauvreté est le moindre de ses soucis, même s'il a été élu en partie sur la base des difficultés financières des classes populaires. Comme le montre encore l'analyse du projet de loi budgétaire, appelé cyniquement, je cite, « The One Big Beautiful Bill ». One Big Beautiful Bill, c'est le terme habituel de Donald Trump. Hein. Tout est beau, tout est merveilleux, tout est gros, tout est etc. Big and beautiful. Ce projet de loi budgétaire, donc proposé par le gouvernement américain, c'est l'appauvrissement des plus pauvres, qui gagneraient moins de 1 559 $ par an, et l'enrichissement des plus riches, plus 12 000 $ par an, qui est attendu
Et ce n'est pas évidemment Donald Trump qui le dit, ce ne sont pas des associations gauchistes qui le disent, ni des associations sociales, c'est le Congrès lui-même qui le dit. C'est l'analyse par le Bureau du budget du Congrès américain qui le dit. En fait, tout simplement parce que ce que fait Donald Trump, c'est de supprimer ou de diminuer les aides publiques aux plus pauvres par le biais de Medicaid, le programme en santé, et par le biais de SNAP, le programme public d'aide alimentaire. Comme le disait en son temps un président français, vous reconnaîtrez peut-être le nom, sinon je vous le donnerai, les promesses n'engagent que celles et ceux qui les écoutent. Si, il a dit ça. C'était évidemment, c'est attribué en tous les cas à Jacques Chirac. Et Donald Trump semble, lui, en avoir adopté plus que l'idée. Quant à l'environnement, le climato-scepticisme de Donald Trump, pour reprendre les altérations climatiques dans la proposition de problématisation du séminaire, son climato-sceptisme s'ajoute à son goût prononcé pour ce que j'appellerais l'illimitisme, refusant ainsi de mettre des limites à tout ce qui peut être fait pour gagner de l'argent, et ce, à court, moyen ou long terme. Donald Trump semble dire à chaque fois, que ce soit quand il capture Maduro, que ce soit quand il se dit qu'il va acheter le Groenland ou autre, nous n'avons qu'une vie, alors profitons-en. Sans souci pour les générations futures, sans même de souci pour les générations actuelles aux prises avec les conséquences délétères de ces décisions. Mais ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que la stratégie de Donald Trump va plus loin. Elle est de faire passer les États-Unis d'un régime démocratique à un régime autocratique. D'ailleurs, le fameux projet et l'action de ICE à Minneapolis, c'est de l'avis de tous les spécialistes une volonté claire de créer les conditions d'une intervention armée dans la ville de Minneapolis afin de destituer le gouverneur et le maire de la ville, qui sont tous les deux des démocrates et donc des ennemis de Donald Trump. Quand les États-Unis crient « No King », ils font clairement référence à une dimension de la politique trumpiste de transformer la démocratie, régime par excellence considéré décadent parce qu'acceptant toutes les diversités et toutes les religions, donc de transformer cette démocratie en autocratie, celle-ci pouvant prendre la forme d'une monarchie absolue, celle d'un roi, le Law King, ou d'une dictature tout aussi absolue, avec l'idée d'un nouvel homme fort. N'oublions pas que Donald Trump, à défaut d'en être l'instigateur, n'a jamais condamné l'attaque du Capitole lors de son échec à son deuxième mandat consécutif. Dans ce cadre aussi, le vice-président Vance n'est pas très loin dans la logique, puisqu'il ne cache ni son mépris pour la démocratie, ni sa volonté de décapiter les universités, y compris Yale, université dans laquelle il a pourtant étudié, parce que laboratoire d'idées progressistes qu'il juge, à l'instar des autres membres du gouvernement, mais aussi des extrêmes droites européennes qu'il juge décadentes. Des idées progressistes décadentes, c'est le cas de toutes les universités selon eux. Même si, selon toute vraisemblance, la mouvance des idées qui entourent la politique américaine est faite de patchwork, est faite d'influences douteuses, reste que l'idée principale est l'incompatibilité entre liberté et démocratie. Sachant ici que la liberté signifie bien l'absence totale de contraintes et que le mot démocratie signifie au contraire un ensemble de contraintes, d'obligations à respecter un certain nombre de droits qui sont les mêmes pour tous. Contre la démocratie, donc, responsable de tous les maux, l'objectif annoncé est de construire un système autoritaire
basée uniquement sur le principe de l'efficacité technologique et financière. Il n'est pas nécessaire d'épiloguer ici pour comprendre que la question des inégalités n'est vraiment pas la tasse de thé de ce mouvement. De fait, les idéologies fascisantes d'extrême droite s'opposent à l'idée d'une égalité entre les êtres humains, et pas seulement pour des questions de diversité de culture ou de couleur, mais aussi sur la base d'inégalités dites naturelles. Bien que basant leur discours sur la préférence nationale, limitant voire interdisant les droits sociaux ou les limitant aux nationaux d'abord, donnant de ce fait l'illusion de se préoccuper des populations les plus défavorisées, dans les faits, les partis d'extrême droite sont rarement soucieux des plus pauvres. On l'a vu aujourd'hui avec l'Italie, on l'a vu aussi tout à l'heure, je l'ai dit, avec la Hongrie. Un chercheur italien de l'université de Bologne a écrit ainsi, a travaillé sur l'idée du fascisme et des inégalités. Il conclut son travail en ces termes. Je cite, « Le fascisme, en brisant les organisations ouvrières et en réprimant les luttes, a permis de réduire le coût du travail à des niveaux de subsistance, créant ainsi les meilleures conditions pour les entrepreneurs italiens. Il est donc important aujourd'hui, le texte est publié en 2018, de dissiper le mythe de plus en plus répandu selon lequel le retour de l'extrême droite au pouvoir pourrait profiter aux classes défavorisées, aux classes ouvrières autochtones. Cela ne s'est pas produit historiquement, dit-il, et ne se produira pas aujourd'hui. Les référents sociaux de ces forces sont les mêmes qu'au siècle dernier. Et comme à l'époque, derrière la rhétorique « les nôtres, les Italiens d'abord », ils travaillent toujours à réduire le coût du travail au nom du sacrifice pour la patrie. Ce que montre, s'il le fallait, comme je l'ai dit, la politique de Viktor Orban et son nouveau code du travail, ou encore la politique de Giorgia Meloni. Rien de nouveau donc. Des pauvres, il y en a toujours eu. Sauf que la pauvreté au XXIe siècle prend une nouvelle couleur. Pardon. Donc je disais, la pauvreté au XXIe siècle prend une nouvelle couleur, celle d'être le résultat d'un processus productif mondialisé, principalement organisé autour de l'actionnariat. Et ici, c'est bien clair que la tentation redistributrice que portait un peu la démocratie quand celle-ci se revendiquait des droits humains a largement disparu des pratiques politico-économiques, ou s'il est nécessaire d'être plus précis, des pratiques politico-financières. Et au final, il ne semble pas y avoir tellement de projets politiques alternatifs face d'un côté à une droite qui s'extrémise de plus en plus, reprenant les thèmes idéologiques de l'extrême droite classique comme la perte des valeurs, la fainéantise, l'immigration, la fin des traditions et j'en passe, et une gauche totalement absente, excepté au Portugal peut-être, délégitimée, qui ne sait plus comment valoriser les idées sociales de l'État-providence, d'une plus grande répartition des richesses, de services publics efficients, sans pour autant être déshumanisés. Qui veut encore entendre parler de lutte contre les inégalités? À part nous tous, et nous tous qui sommes ici présents. Des hurluberlus qui n'ont pas compris grand-chose aux attentes de nos congénères, plus attentifs aux indications des influenceurs et influenceuses qu'aux sondages alarmistes et aux intellectuels déchus. Aujourd'hui, nous sommes revenus à la loi du plus fort, la guerre de tous contre tous, le mépris pour les plus faibles et les plus pauvres. Comme le montrent certaines analyses, émerge une pensée américaine, mais non exclusivement américaine, néo-réactionnaire, complètement décomplexée, issue principalement de la Silicon Valley, qui se présente comme une véritable contre-culture de droite,
comme un mouvement de pensée fuyante, filiforme, fondamentalement provocatrice, affranchie de tout frein et de tout contrepoids institutionnel, plus ouvertement néo-réactionnaire et post-libérale. Retenons ici que cette pensée n'a rien de démocratique. Au contraire même, puisqu'elle vise à supprimer tout frein au développement techno-capitaliste. Pour ce mouvement, la démocratie, c'est l'inefficacité, la lourdeur des processus, une recherche d'égalité contre-productive et inadaptée. Pour faire simple, la démocratie, même néolibérale, est jugée trop interventionniste. Ce mouvement a une conception non seulement élitiste et hiérarchisée, mais aussi techniciste et ultra-capitaliste des sociétés humaines, se différenciant d'ailleurs fortement de la base populiste MAGA, restée en partie dans un ancrage alt-right. Ce mouvement néo-réactionnaire se voit particulièrement aux États-Unis par la prise de pouvoir directe ou indirecte dans le gouvernement fédéral. Une idée centrale, plus ou moins partagée dans cette mouvance, la nécessité d'accélérer la prise de pouvoir du techno-capitalisme dans la structure actuelle de l'État, disparaîtrait au profit d'un modèle entrepreneurial géré par un PDG. C'est la perspective au final. Cette mouvance pourrait prêter à sourire s'il n'y avait pas en arrière-plan des idées clairement antidémocratiques, antisociales, anti-égalitaires, anti-féministes, etc., etc. Et mon collègue m'a parlé souvent de la Tesla, évidemment, Elon Musk, en dirigeant le département de l'efficacité gouvernementale, en a été l'archétype de cette logique antidémocratique, antisociale, anti-égalitaire, anti-féministe, anti-trans, anti tout ce que vous voulez. Cette mouvance protéiforme, issue de différents mondes, difficile à articuler de manière cohérente, s'incruste cependant avec des idées dont certaines flirtent dangereusement avec des idéaux à l'œuvre pendant le nazisme. Quand certains justifient les inégalités sociales par des considérations biologiques et ou ethniques, et vous avez cela dans la logique de l'extrême droite européenne, d'autres sont ouvertement eugénistes, d'autres encore, bien qu'opposés à la théorie de l'évolution, prônent un darwinisme social, sans pour autant préciser ce que cela peut engendrer pour les classes sociales inférieures, les pauvres donc, jugées inutiles. Mais si leur maître à penser est Madison Grant, eugéniste et suprémaciste blanc du début du XXe, tout est à craindre, parce qu'il prônait l'élimination des enfants déficients et la stérilisation des adultes sans valeur pour la communauté, conformément, disait-il, aux lois de la nature qui requièrent l'élimination des sujets inaptes ou sans valeur pour la communauté. Nous retrouvons donc cette idée des inégalités naturelles, malgré tout ce que les sciences humaines et même les sciences épigénétiques ont pu enseigner. Dans cette perspective, aucune place ne peut être faite aux mécanismes de redistribution. En fait, ce que nous devons reconnaître aujourd'hui, c'est que la démocratie de marché, dans laquelle rien, absolument rien déjà ne devait limiter l'accroissement des gains des actionnaires, se remodèle vers un État autoritaire, minimal, qui garantit le tout business en détricotant le code du travail et en réduisant les libertés publiques, comme par exemple le droit de manifester. Ce n'est pas le peuple, contrairement à ce que l'on imagine, qui gouverne par le biais de ses instances élues, mais bien les élites économiques et financières, qui façonnent et modèlent le monde tel que nous le vivons. Et aujourd'hui, plus encore qu'hier, ces élites de la tech et autres disposent des moyens les plus sophistiqués du monde pour nous capturer dans leur filet, avec une précision nanométrée. Pour ma part, je désespère de faire comprendre à mes collègues, mes amis et autres tous les enjeux sociaux, politiques et économiques qu'il y a derrière Shine, Shein ou Shine, on prononce des deux manières, vous connaissez, Temu, vous connaissez aussi, TikTok, Snapchat,
Facebook, Instagram ou encore derrière l'intelligence artificielle. De même, j'ai souvent évoqué dans mes communications l'idée de l'occupation des citoyens et des citoyennes par des enjeux, éventuellement des guerres ethniques ou encore des guerres de place ou de genre, sous cette célèbre formule de Juvénal, Pau et Circo, pendant que les super riches géraient le monde. Or, aujourd'hui, il me semble que nous en sommes témoins au quotidien. Non seulement Donald Trump fait le spectacle au quotidien, il amuse et occupe le peuple, mais il fait aussi la pluie et le beau temps. Il est Jules César qui organise et observe le combat des gladiateurs et décide de la mise à mort ou non. Parler de Gaza, pour ne prendre que cet exemple, comme de la future Riviera de la Méditerranée, avec des entreprises évidemment états-uniennes aux manettes et sans consulter les Gazaouis, sans consulter donc les habitants, que nous pouvons imaginer au mieux relégués dans les sous-sols, est une insulte à tous les peuples de la terre. Je désespère ainsi de voir notre regard sur nous-mêmes, sur autrui, sur le monde, pétri aujourd'hui de gestion, de lutte, de management, pétri aussi par des décennies d'économie hautement productiviste et de divertissement bien rentré. Je désespère de voir ce regard changer. Le pouvoir quitte peu à peu les institutions, il s'installe dans les images, dans les flux, dans les tweets. C'est Donald Trump et son réseau social. Et un spectacle, une théâtralisation de la politique qui en cache les enjeux principaux. L'accaparement des richesses et le dépouillement des populations, sans aucun scrupule, par une petite élite d'ultra-riches. Au vu de la montée de ces mouvements politiques dans les intentions de vote des différents citoyens, il est donc urgent de rappeler encore et toujours l'existence, voire l'accroissement des inégalités, et aussi de mettre sur la place publique les enjeux de ces questions pour les années futures. Que ce soit le nom, quel que soit le nom, l'appellation, les pauvres ont toujours existé et sont de plus en plus voués à exister dans les pires conditions possibles parce que complètement manipulés. Je voudrais ici faire le lien pour terminer, pour montrer l'urgence d'une pensée humaniste, progressiste, incluant tous les membres de la communauté humaine dans un projet commun de vivre ensemble. Dans la perspective néo-réactionnaire qui se dessine, une commune définition du vivre ensemble n'est pas de mise. Au contraire même. Qui plus est, il semble bien que tout est fait pour créer de l'angoisse dans la population, développer le sentiment d'impuissance chez nos congénères, avec comme corollaire le repli sur soi, sur ses proches. Rien que de très habituel. L'éloge de la servitude volontaire est particulièrement notable avec les réseaux sociaux et maintenant avec l'intelligence dite artificielle. Dans tous les textes relatifs à la mouvance néo-réactionnaire, ce sont ces outils dont ils raffolent. Ils deviennent les nouveaux ingénieurs du chaos, pour reprendre l'expression de Giuliano da Empoli, ceux qui œuvrent dans l'ombre, ceux qui soufflent les idées, qui construisent des programmes, les maîtres d'œuvre d'une campagne, les faiseurs de rois, mais appliqués au populisme. Et puis, la signification de cette notion s'est élargie. Ce sont aussi tous ceux qui participent à souffler un vent de haine et de conspiration dans la société. Les propagateurs de fake news et animateurs de campagnes de cyberharcèlement, d'où qu'ils viennent, y compris les plus déclassés socialement. Mais plus encore, ce mouvement néo-réactionnaire promeut une conception autoritaire de l'État, valorise le suprémacisme blanc, méprise les classes défavorisées et bien entendu toutes les identités que je qualifierais pour cette communication non conformes à leur idéal. Là encore, les auteurs de la Fondation Jean Jaurès évoquent l'idée que sous couvert de rendre le pouvoir au peuple ou d'instaurer une démocratie plus directe, ces ingénieurs du chaos usent et abusent de cette idée de vouloir rénover la démocratie pour l'affaiblir à son insu. Nous sommes entrés depuis quelque temps déjà, mais avec une vitesse accrue, dans cette ère de la servitude volontaire, totalement produite, mais peu perçue. Être fataliste et se sentir impuissant, avec l'idée selon laquelle je ne veux plus rien savoir de ce qui se passe dans le monde,
relève de la paresse mentale. C'est un asservissement volontaire. Et, comme le disait en son temps Umberto Eco, on peut jouer au fascisme de 1000 façons. C'est un collage de diverses idées politiques et philosophiques, fourmillant de contradictions. Mais un collage, ajouterais-je, qui fonctionne bien, parce qu'il berce d'illusions les plus pauvres, les plus maltraités de la société. Comme chacun le sait, en France, il n'y a qu'à traverser la rue de Matignon à Paris pour trouver un job, ou il n'y a qu'à faire le tour du port de Marseille pour en trouver un autre. De ce fait, toute personne qui demande de l'aide est suspecte de ne pas vouloir travailler, et les politiques de protection sociale en Europe de manière générale durcissent considérablement les conditions d'accès aux aides, humiliant d'autant plus les demandeurs et demandeuses. De fait, la situation de Daniel Blake en Grande-Bretagne, mise en scène par Ken Loach, vous connaissez peut-être ce film, s'est généralisée à tous les pays d'Europe, notamment de l'Ouest. L'aide sociale n'est plus protectrice, mais de plus en plus punitive, alors même que l'emploi se raréfie. Dans ce contexte, il est aisé de considérer que les migrants et migrantes prennent le pain quotidien des plus pauvres et que sans eux, il n'y aurait pas de chômage, oubliant cependant que nous sommes tous et toutes des migrants et des migrantes. Et alors même que l'Organisation de coopération et de développement économique, une organisation difficilement qualifiable de gauchiste, montrait que dans tous les pays, la contribution des immigrés sous la forme d'impôts et de cotisations est supérieure aux dépenses que les pays consacrent pour eux en termes de protection sociale, de santé ou d'éducation. L'extrême droite, en utilisant le slogan « Les nôtres d'abord », fait croire qu'il suffirait de fermer les frontières, d'exclure tous les étrangers pour régler tous les problèmes. Le simplicisme de la formule « les nôtres d'abord » ne peut qu'inquiéter sur l'état mental de la société. Dans cette perspective, elle fait sortir du réel, surfe sur les laissés-pour-compte du néolibéralisme, de l'hyperlibéralisme, de l'illibéralisme, comme vous voulez, tous ces mots connotés sans vraiment plus de sens, mais qui s'illustrent par la domination des ultra-riches. Il suffit de se rendre dans les campagnes des pays occidentaux pour entendre ce qui se disait déjà dans les campagnes abandonnées de l'Indiana, du Kentucky, lors de la première élection de Donald Trump. Une population en plein désarroi, oubliée, appauvrie, déclassée, abandonnée et surtout marquée par cette ancienne, cette idée qui revient sans arrêt du grand remplacement. Tout cela est bien documenté en Europe et même au niveau international. Mais l'accointance de l'élite politique avec le monde de la finance, son mépris aussi pour les classes pauvres, a ouvert un boulevard aux extrêmes de tous bords. La question reste toujours la même. Il s'agit des droits et des libertés démocratiques évoquées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui rappelle, je cite dans son article 1er, que tous les êtres humains sont nés libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. La question devient donc, voulons-nous toujours vivre sous ce modèle de l'émancipation, de la liberté et de la responsabilité, de la dignité et de l'égalité en droit et in fine de la fraternité, un modèle qui suppose que nous considérions tout autre être humain comme un même que soi. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler l'œuvre de Bertolt Brecht, intitulée « La résistible ascension » de Arturo Ui. Elle est d'une actualité brûlante, puisque non seulement il y dénonce dans cette œuvre la manipulation, notamment des médias, les intimidations, les menaces, la corruption des institutions, mises en pratique par Arturo Ui, pour supprimer toute résistance, mais il y dénonce aussi la passivité de tous face à la montée en puissance d'Arturo Ui, illustrant de ce fait la responsabilité de chacun dans l'arrivée des régimes autoritaires. Comme il le dit, je cite, « Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution par temps de crise. » La démocratie est un régime fragile qui demande une vigilance permanente. Cette idée
largement oublié sous les coups d'une société toujours plus individualiste, se trouve aujourd'hui renforcé par cette prophétie d'Albert Camus. Faites attention, dit-il, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais pas pour prendre des nouvelles. Tout indique aujourd'hui des démocraties qui vieillissent mal, percluses non pas de rhumatisme, mais d'inégalité et de grande pauvreté. Dès lors, que faire pour lutter contre les inégalités? J'ai terminé. Je n'ai pas pour habitude de donner des solutions clés en main pour résoudre des problèmes sociaux qui plus est complexes. Cependant, et en tant que scientifique, un premier pas consisterait, me semble-t-il, à rétablir l'idée et l'importance des vérités de fait, et non pas d'opinion. Pour reprendre Hannah Arendt, vérité qui, pour être produite, nécessite d'être sourcée, d'être recoupée, afin justement de lutter contre toutes les inepties brandies comme des vérités. Il suffit là encore, pour s'en convaincre, de regarder le fonctionnement de Donald Trump avec la liberté d'expression qui est pour lui la liberté de déformer la vérité des faits. Que cela nous plaise ou non, que cela nous fasse rire ou non, Donald Trump s'est fait le chantre des contre-vérités scientifiques et peu de personnes ne l'affrontent sur ce terrain. Or, les mots, comme le disait là encore Victor Klemperer, analysant la langue du nazisme, sont des doses d'arsenic. Répétés inlassablement, ils deviennent naturels, ce qui présuppose en premier lieu, me semble-t-il, d'inlassablement déconstruire les fake news qui considèrent les étrangers et ou les pauvres comme des parasites et des nuisibles. De même, dans les vérités de fait, il y a cet élément du fascisme à ne pas oublier. Dans sa phase d'ascension, le fascisme au début du XXe siècle s'est présenté comme étant social et a concurrencé le mouvement ouvrier. Mais très vite, dans sa phase de réalisation, il a violemment réprimé toute contestation ouvrière. Les partis d'extrême droite ne sont aucunement préoccupés par l'existence des inégalités et de la pauvreté, puisqu'en faveur d'une vision inégalitariste des êtres humains. Rétablir la vérité de la pauvreté et des inégalités d'un côté, et rétablir la réalité de la pensée autocratique de l'autre sont les deux urgences auxquelles nous sommes confrontés, urgence accrue par le règne de la confusion dans laquelle nous vivons. Je vous remercie. Muito obrigada pela sua paciência. Merci beaucoup. Obrigado, Viviane. Muito obrigado, Viviane, por esta apresentação sempre muito instigante, muito elevada, permite sempre pensar para além daquilo que é o real. Bom, então temos algumas questões, se vocês quiserem ter alguma questão. Nós ultrapassamos um bocadinho o tempo, infelizmente, mas pode haver tempo ainda para uma questão ou duas, se houver, seja para o Macarri, seja para a Viviane, se houver alguma intervenção que queiram fazer. João, anda aí. Obrigado. Portanto, eu ia colocar uma questão para cada um dos intervenientes. Para o Marco Henri, a questão do que há de novo nas desigualdades, não é? E dizer que estou plenamente de acordo com essa mudança de paradigma que parece existir das desigualdades como naturais, como fazendo parte da ordem legítima de viver em sociedade, mas eu diria que do ponto de vista das representações
dos indivíduos, nessa visão, parece-me que sim. Já quanto à perspectiva dos sociólogos, eu queria só recordar que, no contexto dos 30 gloriosos anos, as perspectivas funcionalistas, por exemplo, o Parsons e o Davies e o Moore diziam precisamente que as desigualdades são funcionais, são legítimas e são fundamentais para a ordem social e para a produção da coesão social. Nesse sentido, quer dizer, eu diria que já tínhamos nessa altura os sociólogos, através da teoria, a legitimar a desigualdade e a ordem social dominante. E sim, parece-me que há essa representação dominante em que as desigualdades cada vez aparecem mais como naturalizadas, mas talvez fizesse também uma distinção entre aquilo que são as grandes desigualdades, não é? Para convocar aqui o François Duby, e aquilo que são as pequenas desigualdades. Estou aqui a pôr a hipótese, isto é sempre muito mais complexo do que eu estou a pôr aqui, mas a hipótese de que essas grandes desigualdades aparecerem cada vez mais naturalizadas, o salário do Cristiano Ronaldo aparecer como qualquer coisa natural, não é? Pelo mérito, pela competência, e outro tipo de desigualdades, mas as pequenas desigualdades gerarem esse sentimento de injustiça, de escândalo, e pôr os indivíduos a olhar uns para os outros, quer da pequena burguesia para as classes populares, ou mesmo as classes populares umas para as outras. Mas queria era só para recordar esta questão dos funcionalistas, que nos anos 60 já diziam que a desigualdade era fundamental à produção da ordem social, e no caso da Viviane é uma curiosidade minha que eu tenho, aproveito para pôr, um bocado aqui partindo das origens do totalitarismo, não é? Da Hannah Arendt, quais são as razões sociais, as causas sociais destes novos extremismos, em seu entender? São coisas que eu me ponho a mim mesmo e gostava de compreender melhor, e portanto gostava de ouvir a sua perspectiva, e é isto. Obrigado, João. Talvez que nós possamos agrupar as questões. A minha questão é muito direta. Quando falamos de igualdade de tratamento de direitos, pessoa, como ser humano, tem igualdade de tratamento. Será que as questões que problematizou sobre a igualdade se colocam da mesma maneira para a equidade, sendo embora diferentes? Mas colocar-se-ão da mesma maneira? Não sei se claro. Portanto, a desigualdade a desigualdade de tratamento tendo os mesmos direitos, não é? A equidade é em função das especificidades, não é? De cada circunstância e de cada condição, não é? Portanto, também atende à particularidade do sujeito, não é? Nas suas circunstâncias. Já. A questão era se, na sua análise, a questão da equidade, punha-se as mesmas questões na equidade que está a pôr-se na igualdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Peut-être pour répondre à João, je pense, par rapport au fonctionnalisme justement et des inégalités légitimes qui pouvaient être assumées et même défendues par le fonctionnalisme, ce qui expliquait justement qu'une société devait permettre à la fois la distribution de places inégales pour son bon fonctionnement et en même temps les produire. Et il me semble que le fonctionnalisme partait d'une prémisse complètement différente. Elle partait du prémisse qu'il n'y a pas d'égalité originelle, d'inégalité donnée. C'est le travail de socialisation qui permettait, en quelque sorte, la distribution des places, pour reprendre le langage de Dubé, notamment par le biais du dispositif scolaire. C'est ce qui permettait d'occuper des positions inégales, mais légitimement en tant que tel. On est dans un modèle très méritocratique à ce niveau-là. La socialisation permet la distribution des places et permet de ce fait des
inégalités de fait, comme résultat et non pas comme donnée. Alors, il me semble que ça, c'est quelque chose de très différent de ce qui se joue aujourd'hui, où on assiste justement à cette idée qu'il y aurait des inégalités naturelles. J'ai essayé de poser la distinction en disant, il y a des différences naturelles. Les inégalités sont le résultat d'un classement social qui va hiérarchiser tel et tel type d'habilité, de compétences, etc. Et à ce niveau-là, il me semble qu'il y a un écart considérable entre cette position-là et ce que le fonctionnalisme pouvait expliciter au départ. Deuxième chose, je crois, ce sur quoi je voulais insister, c'est que nous sommes, en tant que sociologues, très mal à l'aise pour raisonner si on nous coupe la ressource de l'égalité. Si vous regardez bien dans l'essentiel des théories sur lesquelles nous travaillons, l'égalité est au cœur. Quelles que soient les approches que nous ayons, quelles que soient les lectures que nous puissions faire des inégalités, eh bien, ma foi, nous postulons que l'égalité est là et qu'elle est au cœur de notre raisonnement. Si on ne retire l'égalité au cœur de notre raisonnement, je caricature, nous ne savons plus quoi dire. Nous sommes désorientés. Nous n'avons plus de substrat analytique sur lesquels nous reposer. Regardez, le fonctionnalisme, comme, si je puis dire, pour aller vite, une théorie marxiste, dans les deux cas, il y a l'égalité qui est dedans. Si on ne l'a plus, si on ne pense plus le vivre ensemble autour de cela, comment pouvons-nous penser une collectivité en tant que sociologue? Bien sûr, il y a des manières de le faire, mais nous sommes globalement très désorientés et nous perdons une partie de notre patrimoine théorique, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, pour revenir à votre question, si j'ai bien compris, il me semble qu'il faut, c'est cela que j'ai essayé d'évoquer avec Jacques Rancière, d'emblée postuler, que l'égalité, on doit d'abord l'arrimer à un principe. On doit d'abord dire, c'est ça qui importe, ça n'est pas le résultat. Et que si l'on commence à penser les résultats en termes d'égalité, nous serons toujours insatisfaits, quelle que soit l'efficacité de ces politiques, puisque d'une manière ou d'une autre, il y aura des résidus d'inégalité. Et de ce fait, ce postulat d'égalité, évidemment, si on nous le retire, nous sommes gênés en tant que citoyens démocrates, on le voit bien. Mais ce postulat d'égalité, c'est ce qui doit nous faire vivre pour mettre en œuvre des politiques partiellement efficaces, mais seulement partiellement efficaces. Et d'où ma proposition finale qui est de dire, peut-être il faut penser les politiques de lutte contre les inégalités comme système, en les liant entre elles, alors que jusqu'à présent, nous les avons plutôt opposées en disant politique d'égalité des places, politique d'égalité des chances. Bien non, les deux doivent être combinés. La question est de savoir comment les combiner. Ça, il me semble que c'est une autre question, mais d'abord de se poser là véritablement l'exigence de les penser ensemble et de ne pas les penser en opposition. Alors, pour ma part, je suis vraiment navrée, Joao, que je n'ai pas compris la question. Alors, si quelqu'un peut me la traduire, peut-être que c'est plus facile. J'ai demandé à Casimiro, mais il n'a pas compris non plus. La question est sur les origines, les causes sociaux de ces nouveaux extrêmes droites, de ces mouvements croissants de l'extrême droite. Quelles sont les causes sociaux de ces phénomènes apparemment nouveaux au néofascisme? Muy difícil de responder porque me parece que existe diferentes causas, se dice causas,
de este aumento de la extrema derecha en Europa y también en los Estados Unidos. Me parece que una hipótesis es au ressentiment, je ne sais pas comment on dit, ressentimento, o ressentimento da população, porque encontramos cada vez mais de imagens da riqueza, da imagem do trabalho, também a proteção social que se torna punitiva, que se torna negativa para essas pessoas, uma proteção social difícil de obter. Em Suíça, por exemplo, as condições para obter a ajuda social, o apoio social, são muito complicados, muito negativos, muito humilhantes, méprisantes pour ces personnes. Et donc, il y a aussi cette idée que, en France notamment, que l'extrême droite, on n'a jamais essayé. Alors, pourquoi pas essayer l'extrême droite? Il y a cette idée aussi que l'extrême droite, elle vise le peuple, elle est proche du peuple, elle se présente comme peuple, proche du peuple. Il y a aussi, je crois, la confusion, une méconnaissance complète de l'histoire. En Europe, beaucoup de personnes ne savent pas très bien ce qu'a représenté la Shoah. Et la Shoah étendue, je ne veux dire pas seulement la population juive, mais les personnes déficientes qui ont aussi été exterminées. Les populations tziganes qui ont aussi été en partie exterminées. Les personnes dégénérées qui ont aussi été exterminées. Tout ça, beaucoup de personnes ne connaissent plus vraiment cette histoire. Et donc, il y a l'idée que non, ce ne sera pas comme eux. Mais il n'y a rien qui nous permet de le dire. Au contraire, je crois qu'il faut imaginer toujours le pire. Pour lutter contre, il faut l'imaginer. Et c'est ce qui s'est passé avec le nazisme. Beaucoup d'intellectuels ont dit on n'avait pas imaginé ces monstruosités. Donc, comme on ne les a pas imaginées, on ne les connaissait pas, donc on ne pouvait pas lutter contre. Pour ma part, je crois qu'au contraire, il faut imaginer le pire. Et l'extrême droite aujourd'hui, en France en tous les cas, et en Suisse, c'est très clair. L'extrême droite qui est très forte, très importante, elle est très proche de l'ultracapitalisme. Elle est très favorable au capital, donc à l'argent, vite gagné. Regardez Elon Musk aux États-Unis. Elon Musk, c'est l'archétype de ces personnages qui ne veulent aucune contrainte. Je veux faire ce que je veux, quand je veux, si je veux. Mais la société ne peut pas fonctionner comme ça. Et Elon Musk, il est très antidémocratique, très antisocial, parce que ça le gêne. À partir du moment où on met de l'aide sociale, on met des impôts, etc., on met des cotisations, donc on gêne l'amas d'argent. Donc je crois que c'est un mélange de tout cela qui aujourd'hui, une confusion un peu complète de tout ce qui se passe entre les... C'est pour ça que j'ai terminé avec les vérités de fait. Qu'est-ce qui est exactement aujourd'hui? On sait pas grand-chose en fait. Je ne sais pas si je réponds. Merci beaucoup, Viviane. Vamos terminar. Temos o almoço agora. Voltamos às 2h. O almoço pode ser servido aqui na cantina, embaixo, no primeiro andar. Tá bom? Assim facilita no primeiro andar. Facilita o tempo que temos disponível. E voltamos aqui às 2h, não se importam?